Dans l'actualité ce soir, des visiteurs inhabituels à Kosiam, le président du Faso avait rendez-vous ce samedi avec les enfants retirés de la rue en réinsertion sociale. Au-delà de l'émotion, ces enfants espèrent la poursuite du programme de retrait de la rue pour le bonheur de milliers d'autres camarades qui squattent toujours les rues de nos grandes villes burkinabè. Quelle a été la réponse du chef de l'État? On vous en parle dans ce journal. Et dans ce journal, les débuts des travaux des experts pour le 8e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabè. Il s'agit une fois de plus de revenir sur les différents domaines de coopération pour identifier ce qui marche et ce qui l'est moins dans cette entente entre les deux pays voisins et frères. Et puis, un hommage national à un homme qui aura combattu pour la démocratie dans son pays. Les Tunisiens ont rendu un dernier hommage au président Essebsi. C'est un homme de caractère, de conquête, mais aussi de force de caractère qui a été célébré à l'occasion de cet hommage. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. De la rue à Kosiam, les enfants retirés de la rue n'en revenaient pas ce matin. Après une visite des lieux, les visiteurs inhabituels ont eu des moments d'échange avec le président du Faso. Ils ont traduit leur reconnaissance pour le retrait de la rue du gouvernement, mais aussi souhaité que le programme se poursuive. À son tour, le chef de l'État leur a prodigué des conseils avant de promettre que le programme va se poursuivre et s'étendra à d'autres localités du pays. Explication, Zalissa Sanfo, Suleiman Sanou. Le président du Faso revit avec ses enfants, autrefois appelés les enfants de la rue, les derniers instants de leur vie d'avant. Moment de témoignage, d'introspection et de souvenir, surtout un prétexte pour ces enfants d'exprimer leur reconnaissance au président du Faso pour cette politique. Ce programme qui leur redonne l'espoir d'un jour nouveau, l'espoir d'un lendemain meilleur. Je suis très heureux d'être ici. Ça, c'est un miracle. En tant qu'un enfant de la rue, en Kosiam, bon, selon moi, tout dépend de la volonté de Dieu. Si on était sur la route, bon, on ne peut pas croiser le président. Tout ce qu'on faisait dans la rue, ce n'est pas du tout normal. C'est du fumer, la cigarette, la drogue et des dissolutions. Donc, avec cette retraite, m'a affecté à Koudougou. J'ai fait technique énergie solaire. Sincèrement dit, je ne sais pas comment vous dire, le retrait m'a fait du bien. Au moment qu'on m'a amené dans le centre, je n'étais pas comme ça. J'étais bizarre. Bon, on dirait que même il y a la folie, donc qui va débuter sur moi. Offrir la chaleur d'un foyer, un toit, un sourire et l'espérance d'un avenir meilleur à tous les enfants devrait être l'affaire de tous, selon le président du Faso, qui lance ici un appel. Je pense que c'est déjà une œuvre utile qui est faite pour la nation parce que nous avons le devoir de nous occuper de tous les Burkinabés. Mais ce n'est pas simplement une œuvre du gouvernement tout seul, c'est une œuvre de la société burkinabé. Et c'est dans ce sens que nous voulons interpeller tous les Burkinabés pour qu'ensemble nous travaillions à ces actions de solidarité, à ces actions qui permettent à ces jeunes de retrouver le sourire, de se sentir concernés par la vie du pays et également de se sentir pouvoir demain assumer des responsabilités parce qu'ils continuent l'école ou faire des métiers et pouvoir se débrouiller seuls dans la vie. Et en attendant que tous répondent à l'appel au secours des enfants de la rue, Rochma Christian Kabouré promet, ce programme de retrait des enfants de la rue qui a déjà porté des fruits va s'étendre à d'autres localités. Il faut amplifier aussi bien au niveau budget, au niveau aide, au niveau des populations et de ceux qui ont des moyens, notre contribution pour permettre de faire en sorte que dans les grandes villes du Burkina Faso, ce soit une action qui soit menée en faveur de l'enfance, en faveur de leur droit à être heureux, en faveur de leur droit à la vie et en faveur de leur droit à être éduqués. Repas communautaire, visite du palais, ces enfants ont été émerveillés. Et suite à leur doléance, le président du Faso leur promet une visite le temps d'un jour pour partager leur quotidien, ainsi qu'un match amical avec l'ensemble de son gouvernement et acquis la victoire. Le président du Faso qui a pris part hier à Monrovia, en Libéria,
au 172e anniversaire de l'indépendance de ce pays. Aux côtés d'autres chefs d'État du continent, Roch-Marc Christian Kaboré a pu traduire le sens des bonnes relations d'amitié et de coopération de son pays avec le Libéria. De retour de Monrovia, les temps forts de la cérémonie avec Nathalie Kaoré. À l'aéroport international de Monrovia, le président du Faso reçoit les honneurs militaires. Roch-Marc Christian Kaboré est venu partager la joie des Libériens qui célèbrent le 172e anniversaire de l'indépendance de leur pays. Le pays dirigé par George Weah est le premier en Afrique à être officiellement reconnu par la communauté internationale en 1847. Au stade qui accueille l'événement, la mobilisation et l'ambiance sont celles des grands jours. Le président Weah est venu au Burkina Faso, à Ouagadougou précisément en octobre 2018, où il a passé 48 heures. Et il était de bon ton que le président du Faso lui rende visite. Les relations sont excellentes entre les deux pays et également entre les deux chefs d'État. Et il y a une ouverture du Libéria sur le Burkina et également du Burkina sur le Libéria, d'autant plus que des entreprises ont commencé à s'implanter ici, des entreprises burkinabées qui ont gagné des marchés ici assez importants. Donc ça veut dire que il y a une relation économique qui commence à s'établir et c'est important que tout cela soit cimenté donc par le politique. Au-delà de l'aspect festif, c'est un appel qui est lancé ici à l'union et à l'engagement de tous les Libériens pour la cause de leur nation. L'autre temps fort, c'est la décoration du président du Faso et des autres chefs d'État de la sous-région qui ont assisté à la cérémonie. Une distinction honorifique qui vient raffermir encore les bonnes relations d'amitié et de coopération entre le Libéria et les différents pays invités à cette célébration. Je vous le disais en titre, la 8e édition du TAC, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, s'est ouvert ce matin avec la rencontre des experts. Durant 48 heures, Burkinabés et Ivoiriens vont examiner les différents domaines de coopération afin d'identifier les difficultés qui entravent la bonne marche des projets communs et proposer des solutions en vue de dégager de nouvelles perspectives. Roger Cam, Frédéric Etienne, Bassenga. Experts burkinabés et ivoiriens ouvre le 8e traité d'amitié et de coopération avec une idée précise, comment faire bouger les lignes. Sur la table des échanges, les projets et programmes communs, avec un accent sur les projets emblématiques, notamment l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer et la coopération énergétique. Ces experts ont donc 2 jours pour examiner tous les domaines de coopération entre les deux pays. Ils doivent soumettre aux 2 gouvernements des propositions concrètes. Nous sommes au 8e TAC, comme vous le savez. Donc c'est pour nous d'abord un plaisir renouvelé d'être ici au Burkina. Et comme d'habitude, nous allons discuter des questions d'intérêt entre les deux pays. Donc nous venons avec le même état d'esprit, l'esprit de coopération qui a toujours animé nos discussions, nos échanges. Et puis nous espérons pouvoir partir d'ici avec des décisions et recommandations que nous allons proposer à nos chefs d'État et qui prendront les décisions idoines. Les experts n'excluent pas d'autres nouveaux projets. Ils annoncent déjà des changements dans la forme du TAC pour les années à venir. En cette édition, 8e édition du TAC, il y aura un chamboulement, je le dirais, parce que l'approche que nous entendons adopter maintenant, c'est que nous allons partir sur la base de thématiques pour en fait avoir des résultats tangibles au lieu qu'on s'étale sur les questions pêle-mêle. Chaque année sera thématique. En fait, c'est des propositions qu'on va soumettre à nos sommités respectives et il appartiendra à la conférence des chefs d'État d'adopter. Les experts notent déjà beaucoup de motifs de satisfaction. De ces motifs, il y a la lutte contre la traite des enfants, le contrôle au niveau des frontières de plus en plus simple, et une coopération en diplomatie qui a permis l'élection de candidats burkinabés et ivoiriens à l'international. Dans ce contexte, qu'en est-il de la situation de la filière bétail? 600 000 bovins, 13 000 caprins et 125 000 volailles
exportés vers la Côte d'Ivoire en 2018 et plus de 5 milliards de francs CFA injectés dans l'économie burkinabé. Inutile de vous dire que l'axe Ouagadougou-Abidjan est un axe majeur, voire vital pour la filière bétail viande au Burkina Faso. Cette filière est certes porteuse de perspectives, mais il faut le dire, les acteurs que sont les vendeurs de bétail sont confrontés à des difficultés. Au nombre de ces difficultés, il y a la raréfaction de la ressource due à l'insécurité dans le nord du Burkina, les raquettes au niveau des postes de contrôle de douane, de gendarmerie, mais aussi de police, zoom sur une filière qui a de l'avenir, nonobstant les difficultés, avec Oscar Soulama et Oumar Zombré. Cette remorque remplie de moutons s'apprête à quitter le Burkina Faso pour l'Eldorado des marchands de bétail, la Côte d'Ivoire. Chaque jour, des centaines de camions remorques chargés de petits ruminants ou de grands prennent le chemin des terres ivoiriennes. Rien qu'en 2018, plus de 612 000 bovins, 13 517 caprins et 125 000 volailles ont été acheminés en terre ivoirienne, selon les chiffres du ministère des Ressources animales. En Côte d'Ivoire, il y a des opportunités d'affaires pour les vendeurs de bétail. J'ai déjà amené plus de 20 moutons, 30 parfois, mais actuellement, j'ai amené 40 ruminants. Une fois là-bas, il y a des grossistes qui payent beaucoup de moutons. Quand on va avec les grossistes, cela nous permet de renouveler rapidement notre stock. Au Burkina ici, les gens achètent au détail, alors qu'en Côte d'Ivoire, on peut vendre plus de 20 à 30 ruminants en même temps. Actuellement, la Côte d'Ivoire occupe un important point de vente du bétail du Burkina Faso. Et avec l'approche de la Tabaski, vous allez voir sur les routes beaucoup de camions chargés de moutons qui vont sur la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire est un axe très très important pour le commerce du bétail du Burkina Faso. L'axe Ouagadougou-Abidjan est certes un axe stratégique pour les commerçants, mais la situation sécuritaire difficile du Burkina Faso est de nature à plomber le commerce de bétail. Les bétails, surtout les gros ruminants, se font rares car les zones du nord, véritables réservoirs de cheptel, sont de moins en moins accessibles. Ce que nous on a ici, là, c'est trop cher. Et puis encore là où on gagnait Djibo, Dori, là, les gens sont partis, d'autres sont allés vers la frontière, tout ça. Donc ça fait que nous, présentement, on est assis, il n'y a rien. Vous-même, vous voyez, le parc est vide. Donc d'habitude, on charge ici chaque jour 3-4 remorques par jour, mais maintenant il n'y a plus rien. Nous-mêmes on est assis, présentement il n'y a rien. Quand on fera le point en fin d'année, on verra que les exportations du Burkina auront fortement chuté parce que ce n'est pas les seuls marchés de Côte d'Ivoire là qui peuvent absorber tout ce qui sort, tout ce que le Burkina produit. En plus du problème sécuritaire, les acteurs sont confrontés à plusieurs autres difficultés liées à la tracasserie routière et à la présence d'intermédiaires une fois arrivés en Côte d'Ivoire. Les policiers burkinabés nous fatiguent sur la route. À certains endroits, on nous demande de payer 2 000 ou 3 000 francs CFA. Cela nous crée des charges additionnelles et ce n'est pas bon pour les affaires. Sous le couvert de la sécurité, ça a augmenté le nombre de postes de contrôle, ce qui est légitime, mais ce qui est par contre illégitime, c'est profiter pour faire de la raquette sur les gens. C'est ça aussi les réalités que les acteurs vivent sur le terrain. Avec la Tabaski qui s'annonce comme ça, on nous demande de payer 130 000 francs pour décharger les bétails et les mettre dans l'enclos. Si vous ne payez pas, vous êtes bloqué. L'axe Abidjan-Ouaga rapporte par an pas moins de 5 milliards de francs CFA à l'économie burkinabé selon la fêtière des vendeurs de bétail. Les acteurs espèrent qu'avec le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, toutes ces difficultés seront aplanies pour que resplendissent les transactions de bétail entre ces deux pays.
Autre actualité dans ce journal, en plus d'être exposés aux effets des changements climatiques, les pays du G5 Sahel sont également en proie à l'insécurité et au terrorisme. Comment développer alors la résilience pour les populations? La réflexion se mène en ce moment à Ouagadougou à travers un dialogue de haut niveau. Des détails avec Aboubakar Sagnon. Unis dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, les pays du G5 Sahel veulent également mener le combat contre la migration et la dégradation des sols. Ce dialogue politique de haut niveau sur le thème migration, dégradation des sols et développement durable est le lieu pour les experts des 5 pays de réfléchir et de proposer des solutions aux effets des changements climatiques. Nous sommes venus pour voir les effets néfastes du changement climatique qui posent des problèmes de sécurité alimentaire et d'insécurité dans la région. Donc nous allons réfléchir quelles sont les solutions et les actions que nous devons poser pour vraiment mitiguer les effets du changement climatique et de l'insécurité. Les questions liées à la migration, à la dégradation des terres, sont des questions essentielles qui posent un problème de développement auquel il va falloir apporter des solutions. C'est l'objectif de ce dialogue de haut niveau pour permettre aux États membres du G5 Sahel de faire le lien entre la dégradation et la migration et bien sûr de trouver également les solutions pour amorcer le développement quand on sait que uniquement les questions sécuritaires ne peuvent pas résoudre le problème du G5 Sahel. Il faut allier bien sûr développement et questions sécuritaires. Selon plusieurs rapports, les pays du G5 Sahel sont les plus exposés aux inondations et aux sécheresses dues au changement climatique. Mais au-delà des questions environnementales, ce dialogue de haut niveau aborde des sujets importants tels que le renforcement de la résilience pour l'amélioration de la sécurité alimentaire, la gouvernance et la gestion des migrations, ainsi que la prévention des conflits à travers la lutte contre les violations des droits de l'homme. Et dans tout cela, il y a la question des déplacés internes du Burkina Faso qui inquiète. L'Union africaine vient de remettre un chèque à ces déplacés, un chèque de $100 000 pour la prise en charge de ces déplacés. Des détails avec Christine Koulibaly. Le Burkina Faso a franchi depuis quelques semaines le cap de 220 000 déplacés internes. Le défi de la prise en charge de ces personnes vulnérables ne laisse pas l'Union africaine indifférent. Sa solidarité avec le peuple burkinabé, elle le traduit à travers ce chèque de $100 000, soit environ 50 millions de francs CFA, mais pas seulement. L'Union africaine n'a pas beaucoup de moyens, mais l'Union africaine a la casquette politique pour mobiliser d'autres acteurs, d'autres partenaires pour venir appuyer les gouvernements africains pour gérer la question du déplacement forcé sur le continent. Nous sommes venus marquer la solidarité et apprendre des leçons. Et nous avons été impressionnés d'apprendre qu'au niveau des structures d'abord, le gouvernement a mis en place des mécanismes pour répondre aux urgences, pour gérer la question des réfugiés et pour gérer la question des déplacés. Des mécanismes qui, selon Marie-Laurence Ilboudo-Marchal, s'inscrivent dans la vision de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Vision qui sous-entend un développement holistique du continent africain. Aujourd'hui, plus que jamais, nous associons développement à toute chose. Aujourd'hui, l'humanitaire doit être aussi vu humanitaire et développement. Aujourd'hui, ce n'est pas le tout de pouvoir sauver quelqu'un de la faim ou donner à manger à quelqu'un ou le soigner. Il est important de l'accompagner à être autonome, à vivre dignement et après sans nous. Un rappel, l'année 2019 est déclarée par l'Union africaine année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées. Le séjour de Minata Samaté Sissouma et sa délégation au Burkina Faso s'inscrit dans la recherche de solutions durables aux déplacements forcés en Afrique. Et dans ce journal, cette inquiétude du centre de presse Norbert Zongo, le retard dans la mise en œuvre du fonds minier pour le développement local au Burkina Faso qui inquiète le centre qui vient d'organiser une conférence à Bobo-Dioulasso sur le thème, des explications de Moussa Sanou et de Moussa Tamboura. Où en est-on avec la mise en œuvre du fonds minier pour le développement local au Burkina?
Cette question qui fait l'objet d'un échange ici à Bobo de Lasso regroupe des acteurs du secteur minier, des élus locaux des hauts bassins des cascades ainsi que des représentants de la société civile. Par rapport à la mise en œuvre du Fonds minier de développement local, je veux dire que c'est un processus qui a débuté avec l'adoption des tests d'application du code minier. Maintenant, le problème qui se posait aussi, c'est l'interprétation de ces textes-là, notamment le code minier qui prévoit la stabilisation du régime fiscal pour les sociétés minières. Selon certains, c'est cette incompréhension qui explique en partie les retards dans la mise en œuvre de ce fonds, un fonds pourtant très attendu par les populations. Aucune commune ne se départit des difficultés au niveau des investissements sociaux de base, comme la santé, l'eau, l'éducation. Alors, avec le fonds minier, je pense que la commune de Houndé pourrait régler le problème de santé ou d'offre de soins de santé à la base et le problème d'infrastructure en matière d'éducation, mais aussi l'approvisionnement en eau potable. Nous sommes satisfaits parce que le débat a eu lieu, ça a été parfois houleux, mais ça a permis que les uns et les autres s'accordent sur un minimum et des recommandations ont été faites. Et ces recommandations-là vont à l'endroit des médias pour qu'ils puissent accompagner également ce processus de plaidoyer-là. Les recommandations vont à l'endroit de la Chambre des mines, ça ira également du côté du ministère. En attendant, ce débat sur la mise en œuvre de ce fonds est loin d'être terminé. Et le Centre national de presse Norbert Zongo, initiateur de cette rencontre de Bobo Dioulasso, se félicite pour l'avoir posé. Et comment rendre plus crédible le rôle et la place des organisations de la société civile dans la gouvernance de l'État? La question taraude l'AGRA, l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, qui vient de tenir à Ouagadougou un forum. Il s'agit ici d'analyser les conditions de crédibilité et de légitimité dans la gestion publique et locale. Des détails avec Maxime Zango. Particulièrement adulés au début de la décennie 2010-2020 pour leur importante contribution au bien-être des populations, les OSC ouest-africaines ont vu leur aura s'effriter ces dernières années. Une certaine opinion les qualifie même d'opportunistes. C'est le constat amer qui justifie la tenue de ce forum. Pendant 2 jours, ces responsables d'OSC veulent poser les bases d'une gouvernance en leur sein et renforcer les capacités de leurs membres. C'est d'une part, évidemment, d'avoir une analyse critique de la société civile, et particulièrement des organisations de la société civile dans leur gouvernance interne, leur positionnement dans l'espace public, ainsi que leur contribution à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques. C'est une interpellation importante, surtout dans le contexte donc, du Burkina Faso. Et la question qui est posée ici, c'est que les organisations de la société civile se regardent dans un miroir pour faire des critiques constructives sur leur action, voir là où ça a marché et là où il y a à redresser, qu'ils puissent trouver des formules. Organisé par l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, ARGA, ce forum 4e du genre se veut régional. Il est attendu très prochainement en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mali. Des rencontres du genre pour rendre plus efficiente et plus crédible le rôle et la place des OSC aux yeux des populations. Du 22 au 26 juillet dernier, une caravane de plaidoyer a parcouru le centre-sud du Burkina Faso, l'objectif étant de plaider pour la sécurisation et la protection des corridors biologiques entre le parc national de Pau d'Itambi-Kaboré, l'arrêt de Volta Valley et la forêt classée du Nazenga. La caravane s'est rendue à cet effet dans les communes comme Gombousgou, Zabré, Ziou, Pau ou Zouaga. Des détails avec Rasmane Zondi et Caroline Ouari. C'est un périple pour la protection et la sécurisation des corridors biologiques dans la région du centre-sud qui est ainsi engagé. Les corridors biologiques entre le parc national de Pau dit Kaboré-Tambi, la Red Volta Valley et la forêt classée ranche de gibier de Nazenga sont menacés par les actions de l'homme et des animaux d'élevage domestiques. La situation est due à l'absence de statut juridique des 2 corridors, chose qui empêche la chaîne de protection de l'environnement d'agir jusqu'au bout contre les contrevenants.
Alerté sur le sujet, un groupe de personnes issues de la société civile, de la représentation nationale, des collectivités territoriales, des structures étatiques et de personnes ressources ont engagé un plaidoyer. Nous avons initié cette caravane de plaidoyer véritablement pour échanger avec les populations des communes directement riveraines de ces corridors, pour aller à leur rencontre et pour, j'allais dire, aider à sensibiliser davantage, afin que ces sensibilisations soient porteuses d'actions positives au profit donc des corridors. Partie de Ouagadougou, la caravane de plaidoyer a parcouru les communes de Gambousougou, Zouaga, Zabré, Ziou et Po, toutes riveraines des deux corridors biologiques. L'actualité récente marquée par l'attaque terroriste dans la commune de Guiaro a fait détourner la caravane de cette localité. L'étape suivante de ce processus de plaidoyer est l'interpellation du gouvernement sur le sujet afin d'obtenir la formulation d'un projet de loi à soumettre à la représentation nationale. Et puis les acteurs de l'éducation au Burkina se sont retrouvés hier à Ouagadougou pour un dialogue des acteurs du secteur. Il s'est agi de connaître des activités de l'année en cours. Environ 44% de taux d'exécution, des résultats mitigés dus au contexte d'insécurité et au mouvement d'humeur selon ces acteurs. Mounira Kiri. L'accès à une éducation de qualité pour tous, une priorité du gouvernement inscrite dans le plan national de développement économique et social pour le compte de l'année 2019. En termes de réalisation des objectifs, ces acteurs en charge de l'éducation notent un taux global de réalisation physique de 44,99%, 23,44% pour les réformes stratégiques et 9,9% pour les investissements structurants à la date du 30 juin. Ces taux faibles à l'intérieur du taux global, qui sont donc relatifs aux investissements structurants, sont relatifs à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est l'insuffisance des ressources financières dans un contexte de crise généralisée, crise sécuritaire, qui nécessite qu'on puisse investir davantage dans la sécurité, crise sociale, vous avez vu toutes les revendications liées aux aspects salariaux. Autant de facteurs qui ne favorisent pas l'atteinte des objectifs, souligne Stanislas Ouaro. Cependant, des efforts sont consentis pour inverser la tendance. Cette année, nous allons en principe livrer 675 salles de classe pour l'éliminer des paillotes. Nous allons aussi donc livrer des lycées scientifiques, des collèges, des CEG. Il y a des établissements d'enseignement technologique qui sont déjà prêts. Au niveau de l'enseignement supérieur aussi, il y a des efforts qui sont faits. Au niveau de la jeunesse, il y a un certain nombre d'efforts. Cette revue à mi-parcours regroupe les acteurs du ministère en charge de l'éducation de base, du ministère en charge de l'enseignement supérieur, du ministère de la jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers. Ils vont analyser les données et impulser une nouvelle dynamique pour parvenir à l'accès à tous à une éducation de qualité. Et puis on évoque cette remise de diplôme à des femmes ayant subi une session de formation sur les médiations et le dialogue social. C'est une initiative du groupe d'action pour la promotion de l'éducation et la formation de la femme et de la jeune fille. L'objectif de la session étant de former des femmes leaders. Zalissa Sanfo. Elles sont heureuses ici, ces femmes, d'être des diplômées de la session de formation des femmes leaders en médiation, dialogue social, gestion des conflits et efficacité intellectuelle. À cette session de formation, diverses thématiques et modules ont été développés pour leur permettre d'avoir une maîtrise parfaite de ces questions. Nous avons vécu cette expérience-là vraiment avec beaucoup d'émotion. Parce que c'est difficile de regarder quelqu'un qui a perdu un parent très proche dans les yeux et de lui parler pour le rassurer que demain sera meilleur. À l'heure de l'extrémisme violent, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une urgence, celle qui est de rester aux côtés des populations pour faire de la médiation, du dialogue social et travailler au retour de la paix, de la cohésion sociale, du mieux vivre dans les communautés, au regard des crises communautaires qui se sont développées, au regard de l'extrémisme violent
qui a envahi la sous-région. À travers cette formation, le groupe d'action pour la promotion, l'éducation, la formation de la femme et de la jeune fille GAPF met en exergue le rôle central que doit jouer la femme dans la médiation, la reconstruction et la cohésion sociale dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et au Sahel. Il est essentiel que les femmes, qui sont évidemment les procréatrices, qui donnent la vie, continuent à se battre comme elles l'ont toujours fait pour sauver ces vies. Et c'est pourquoi ce n'est pas étonnant pour le Burkina Faso, où les femmes ont toujours été des pionnières dans tous les domaines de lutte, de voir ces femmes, ces élites, ces leaders s'organiser pour jouer la médiation afin que la paix soit toujours le maître mot au Burkina Faso. Au sortir de cette formation, des recommandations ont été faites. Il revient à chaque femme de les faire valoir dans sa commune, dans sa province et dans son entourage pour que germe la graine d'une Afrique paisible. Et c'est dans ce contexte que vient de paraître un ouvrage sur le travail rémunéré. Son auteur, Dr Barbara Ki, une compatriote qui analyse la pauvreté des femmes submergées par les productions domestiques. Elle vient de présenter son ouvrage ce 20 juillet au public à Ouagadougou, occasion d'échanger également avec l'assistance. Maïmouna Traoré. Le travail non rémunéré, enjeu pour le développement, c'est le premier livre du Dr Barbara Ki. Sa thèse de doctorat qu'elle a adaptée à la littérature. L'œuvre place la femme au cœur des questions économiques. Quel est l'impact des activités domestiques sur la vie économique des femmes? C'est la principale question abordée dans ce livre. Il est publié aux éditions L'Harmattan dans la collection éthique économique, parce que ce sont des questions éthiques qui sont abordées à travers le travail non rémunéré, mais surtout économiques en ce qu'elles ont d'important pour les politiques de développement. Comment intégrer le travail non rémunéré à la science économique. Quand on dit travail non rémunéré, ne veut pas dire que l'on revendique absolument une rémunération. C'est une expression de comptabilité nationale prise de l'anglicisme unpaid work. Mais ce qui est important pour le travail non rémunéré, c'est de le reconnaître et de le valoriser et de l'intégrer dans l'élaboration des politiques publiques, de manière à ce que les femmes, non seulement passent moins de temps à ces activités peu productives, mais que notre comptabilité nationale arrive à capter ces productions qui sont des productions économiques et qui comptent pour certaines dans le PIB. Barbara qui a fait le constat, les travaux domestiques empêchent les femmes de mener des activités rémunératrices. Pour elle, c'est l'une des principales causes de la pauvreté chez les femmes. Un aspect qui, selon elle, doit être pris en compte car il impacte aussi négativement sur le produit intérieur brut. Les Cubains du Burkina Faso ont célébré ce 26 juillet le 66e anniversaire de leur indépendance, une indépendance arrachée au prix d'une lutte révolutionnaire en 1953. Olopoda. Le travail non... Il y a 66 ans, le mouvement du 26 juillet 1953, dirigé par Fidel Castro, renversait le régime de Fulgencio Batista en 1959 pour aboutir à une indépendance de l'actuelle République cubaine. Une souveraineté commémorée aujourd'hui par les Cubains vivant ici au Burkina Faso et leurs amis. Et à cette célébration, l'ambassadeur revient encore sur l'histoire de cette révolution cubaine. La révolution cubaine a commencé avec la première guerre de l'indépendance qui a débuté le 10 octobre 1868. Mais c'est une opération qui a échoué, mais des dizaines de combattants sont tombés prisonniers et ont été assassinés par la dictature avant la révolution de Fulgencio Batista. D'autres survivants, parmi lesquels se trouvaient Fidel Castro et Raúl Castro, ont été jugés et condamnés à de sévères peines de prison. Mais ce qui est très important, c'est qu'une nouvelle stratégie, un nouveau projet révolutionnaire avait vu le jour. C'est la lutte armée dirigée par Fidel Castro et que 6 ans après, c'est-à-dire le 1er janvier 1959, s'est couronné avec le triomphe
de la révolution cubaine. Nul ne doit oublier l'histoire, ajoute la diplomate cubaine, qui appelle ici ses concitoyens à une réflexion profonde sur le passé, le présent et surtout l'avenir de cette lutte révolutionnaire pour un socialisme prospère et une justice sociale. Elle réaffirme ici l'engagement de son pays à accompagner le Burkina Faso dans son combat pour un développement économique et social durable. Et Radio Burkina, fidèle à ses missions, lance son programme Antenne Vacances, une émission ludique et éducative, la particularité de l'édition 2019, avec Aimé Solange Guigouin. Bonjour et merci de nous retrouver pour Antenne Vacances 2019. Et c'est parti pour 2 mois de divertissement et d'apprentissage sur les antennes de la radiodiffusion télévision du Burkina. Il fallait écrire Kobongwe et trouver Kobongwe parce que c'est la bonne réponse. Pour ce numéro de lancement d'Antenne Vacances, 21e du genre, 4 candidats sont sur le plateau pour faire un tour de l'actualité nationale et internationale. C'est une émission qui veut amener une saine émulation des jeunes, les amener à davantage lire, à davantage se cultiver, à davantage se former, et tout cela en s'amusant. Je pense que c'est également des astuces aussi pour amener donc l'ensemble des jeunes à se cultiver. Ce sont des moments de réflexion, de recherche et de réseautage qu'offre la radio nationale aux jeunes en ces périodes de vacances. Le vainqueur du jour, Karim Ganame, un résultat qui ne relève pas du hasard. Les recherches étaient vraiment gigantesques. Je suis parti une fois à la Bibliothèque nationale du Burkina, au niveau des archives nationales aussi. Et puis encore, j'ai téléchargé des cours sur Internet concernant l'histoire du Burkina Faso et bien d'autres choses. La grande majorité, c'est les étudiants, étudiants travailleurs en même temps ou étudiants tout court, ils sont invités donc à participer à Antenne Vacances et cette année on va essayer de sillonner encore des régions. Antenne Vacances 2019 ira donc dans les régions du centre-ouest, du Sahel, du centre-est, des hauts bassins et de la boucle du Moumoun à la conquête des élites de demain. La grande finale se disputera en fin septembre. Et pour refermer cette édition, les Tunisiens ont rendu un dernier hommage au président Essebsi, un hommage national du président élu démocratiquement du pays. Il devrait être enterré en présence de plusieurs chefs d'État, dont Emmanuel Macron, Mahmoud Abbas de l'autorité palestinienne. C'est un homme de combat, de conquête, mais aussi de force de caractère qui a été célébré à l'occasion de cet hommage. La Tunisie rend hommage à son premier président élu démocratiquement au suffrage universel, Béji Caïd Essebsi. Décédé jeudi à l'âge de 92 ans, il a été enterré ce samedi. Étaient présents à la cérémonie officielle de nombreux chefs d'État, notamment Emmanuel Macron. Le président français a interrompu ses vacances pour venir saluer la mémoire d'un grand président et d'un ami de la France. À ses côtés, l'ancien maire de Paris Bertrand Delanoë, mais aussi le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le président algérien par intérim Abdelkader Ben Salah. Lors de l'annonce du décès du président Essebsi, le Premier ministre tunisien a décrété un deuil national de 7 jours. Le chef du Parlement a prêté serment. Il est chargé d'assurer la présidence par intérim pour 90 jours maximum, soit jusqu'à fin octobre. Une élection présidentielle anticipée doit être organisée d'ici là. On s'arrête là pour ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce soir 22h30 avec Ismaël Diloma Seima. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.